Un meurtre sera commis le par Agatha Christie. Partie 6 du livre audio. Chapitre 18. Les lettres. Désolé de vous déranger de nouveau, Mrs. Ames. Ce n'est pas grave, répondit froidement Philippa. Entrons dans cette pièce, si vous le voulez bien. Le bureau ? Si vous voulez, inspecteur. Mais il y fait très froid. Il n'y a pas de feu. Ça ne fait rien. Ce ne sera pas très long. Et ici, on risque moins de nous entendre. Quelle importance ? Personnellement, cela ne me dérange en rien, Mrs. Ames. Mais il n'en va peut-être pas de même pour vous. Que voulez-vous dire ? Vous m'avez déclaré, il me semble, que votre mari était mort au combat en Italie. Et alors ? Il aurait été bien plus simple de me dire la vérité. Il avait déserté. Il la vit pâlir. Les mains de la jeune femme se crispèrent et se décrispèrent machinalement. « Faut-il vraiment que vous alliez remuer toute cette boue ?» lui reprocha-t-elle, amère. « Nous attendons des gens qu'ils nous disent la vérité sur eux-mêmes », rétorqua le policier d'un ton sec. « Alors ?» demanda la jeune femme après un silence. « Qu'entendez-vous par cette « alors » Mrs. Ames ? Qu'avez-vous l'intention de faire ? Le crier sur tous les toits ? Est-ce nécessaire, selon vous ? Ou juste ? Ou gentil ? Personne n'est donc au courant ? Ici, non. Harry... Le ton de sa voix changea. Mon fils ne sait rien. Je ne veux pas qu'il sache. Jamais. Dans ce cas, permettez-moi de vous dire que vous prenez de gros risques, Mrs. Ames. Quand ce garçon sera assez grand pour comprendre, dites-lui la vérité. Si un jour il venait à la découvrir de lui-même, ce ne serait pas bon pour lui. Si vous continuez à lui bourrer le crâne d'histoires sur son père mort en héros... Je ne fais pas ça. Je ne pousse pas l'hypocrisie jusque-là. J'évite d'en parler, c'est tout. Son père a été... tué pendant la guerre. Après tout, pour nous, ça revient au même. Mais votre mari est toujours en vie ? Peut-être. Comment le saurais-je ? Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Sa réponse vint trop vite. Je ne l'ai pas revu depuis des années. Vous êtes sûr que c'est la vérité ? Vous ne l'auriez pas, par hasard, rencontré il y a de cela environ 15 jours ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il ne m'a jamais paru très plausible que vous ayez rencontré Rudy Schertz dans le pavillon d'été. Mais Mitzi était très convaincue de ce qu'elle avançait. Je veux dire par là, Mrs. Ames, que l'homme que vous êtes venu retrouver après votre travail ce matin-là n'était autre que votre mari. Je ne suis jamais allée retrouver personne dans le pavillon. Il avait besoin d'argent, peut-être, et vous lui en aurez fourni. Je vous dis que je ne l'ai pas vu. Je n'ai rencontré personne dans le pavillon. La plupart des déserteurs sont des hommes au bout du rouleau. On les retrouve souvent impliqués dans des vols, des attaques à main armée et d'autres actes de banditisme. Et, plus souvent encore, ils possèdent des revolvers de marque étrangère, qu'ils ont rapportés des pays vaincus. J'ignore où se trouve mon mari. Je ne l'ai pas revu depuis des années. C'est là votre dernier mot, Mrs. Ames ? Je n'ai rien à ajouter. Craddock sortit furieux de cette entrevue avec Philippa Ames. Furieux, déçu et, plus encore, déconcerté. Cette femme est têtue comme une mule, ne cessait-il de tempêter. Quasiment sûr qu'elle mentait, il n'avait pas réussi à venir à bout de ses dénégations obstinées. Il aurait voulu en savoir un peu plus sur l'ex-capitaine Ames. Il ne disposait que de peu d'informations. Ames avait un mauvais dossier militaire, mais rien ne suggérait qu'il ait pu devenir un criminel. Et d'ailleurs, soupçonnable ou pas, comment Ames aurait-il bien pu s'y prendre pour graisser les gonds de la porte du salon ? Cela, seul un habitant de la maison avait été à même de le faire. Un habitant de la maison ou un familier qui y avait facilement accès.
Il se retrouva face à l'escalier et se demanda soudain ce que Julia Simons était allée faire dans le grenier. Un grenier, songea-t-il, n'était guère le genre d'endroit que entrait à tout bout de champ l'impeccable Julia. Qu'était-elle allée faire là-haut? Il monta d'un pas silencieux au premier étage. Personne en vue. Il ouvrit la porte d'où il avait vu sortir Julia et gravit les marches étroites menant au grenier. Là, il trouva des malles, de vieilles valises, divers meubles endommagés, une chaise à laquelle il manquait un pied, une lampe de porcelaine cassée et de la vaisselle dépareillée. Il souleva le couvercle de l'une des malles. De vieilles valises, divers meubles endommagés, une chaise à laquelle il manquait un pied, une lampe de porcelaine cassée et de la vaisselle dépareillée. Il souleva le couvercle de l'une des malles. Des vêtements, démodés, d'assez bonne qualité, des vêtements de femme. Ils devaient appartenir à Miss Blacklock ou à sa sœur décédée. Il ouvrit une autre malle. Des rideaux. Il s'attaqua ensuite à une petite mallette qui contenait des papiers et des lettres très anciennes et jaunies par les ans. La mallette portait les initiales C.L.B. Il en conclut qu'elle avait dû appartenir à Charlotte, la sœur de Laetitia. Il déplia l'une des lettres. « Très chère Charlotte », lut-il. Hier, Belle s'est sentie assez bien pour aller en pique-nique. Hergé, lui aussi, a pris un jour de congé. Les actions Asvogel se sont très bien vendues. Hergé en est ravi. Les parts de préférence sont au plus haut. Il sauta le reste et regarda la signature. Ta sœur qui t'aime, Laetitia. Il prit une autre lettre. Charlotte chérie, j'aimerais que tu te décides enfin à rencontrer des gens. Tu exagères, tu sais. Ce n'est pas aussi terrible que tu le penses, et les gens n'attachent pas d'importance à ces choses-là. Tu n'es pas aussi défiguré que tu te l'imagines. Le policier hocha la tête, se rappelant ce que Belle Gudler avait dit de Charlotte Blacklock. Elle avait une difformité, ou une quelconque malformation. Laetitia avait fini par quitter son emploi pour aller s'occuper de sa sœur. Il émanait de toutes ces lettres un sentiment de sollicitude inquiète, fruit de l'immense tendresse protectrice qu'elle vouait à sa sœur infirme. Elle avait, selon toute apparence, énormément écrit à sa sœur, soucieuse de lui faire vivre à distance les plus futiles événements de sa vie quotidienne et multipliant les détails qu'elle croyait susceptibles d'intéresser la jeune malade. Et Charlotte avait gardé toutes ces lettres, parfois accompagnées d'une photo. Un sentiment d'exaltation envahit soudain Cradock. C'était là, peut-être, qu'il trouverait un indice. Ces lettres contenaient probablement des détails que Laetitia Blacklock avait depuis longtemps oubliés. Il disposait là d'un témoignage fidèle du passé qui l'aiderait sans doute à identifier le ou la coupable. Et il y avait des photographies. Avec un peu de chance, il en trouverait une de Sonia Gudler, dont la personne qui avait subtilisé les photos de l'album ignorait l'existence. L'inspecteur Cradock rangea les lettres avec soin, referma la mallette et descendit l'escalier. Laetitia Blacklock, debout sur le palier du premier étage, le gratifia d'un regard ébahi. « C'était vous, dans le grenier ? J'ai entendu des bruits de pas. Je me demandais qui… » « Miss Blacklock, j'ai découvert des lettres que vous avez écrites à votre sœur Charlotte il y a bien des années. Me permettez-vous de les emporter pour les lire ?» Elle s'empourpra de colère. « Êtes-vous absolument obligé de faire une chose pareille ? Pourquoi ? En quoi peuvent-elles vous être utiles ? » Elle pourrait me donner une idée de Sonia Gudler, de son caractère. Il se peut que j'y relève une allusion, que j'y note un incident, un détail révélateur susceptible de me guider dans la poursuite de mon enquête. Ce sont des lettres personnelles, inspecteur. Je sais. Quoi que je puisse dire ou faire, j'imagine que vous passerez outre. Vous en avez le droit, ou du moins, vous pouvez le prendre. Eh bien, emportez-les donc. Mais vous n'en apprendrez pas long sur Sonia.
Elle s'est mariée et elle est partie 1 ou 2 ans à peine après mon arrivée chez Randall Gudler. Craddock s'obstina. Je risque d'y trouver quelque chose. Or, nous devons tout essayer. Je vous assure que le danger est réel. Je sais, dit-elle en se mordant les lèvres. Bunny est morte, en avalant un comprimé d'aspirine qui m'était destiné. Ensuite, ce sera peut-être le tour de Patrick, de Julia, de Philippa ou de Mitzi, de quelqu'un de jeune qui a la vie devant lui. Quelqu'un boira un verre de vin versé pour moi ou mangera un chocolat qui m'avait été offert. Oh, prenez ces lettres, emportez-les. Et ensuite, brûlez-les. Elles n'ont de valeur pour personne, sauf pour Charlotte et moi. Or, c'est du passé, maintenant. Personne ne se souvient plus. Sa main se porta à son haut collier ras le cou de perles fantaisie. Craddock le trouvait bien incongru avec ce tailleur en tweed. « Emportez ces lettres », répéta-t-elle encore. Le lendemain après-midi, l'inspecteur se présenta au presbytère. C'était une journée sombre et venteuse. Miss Marple avait approché sa chaise de la cheminée et tricotait. Bunch, à 4 pattes par terre, découpait du tissu en suivant les contours d'un patron. Elle s'assit à croupeton, repoussa les mèches rebelles qui lui tombaient dans les yeux et lança un regard interrogateur à Craddock. « Je ne sais pas si je n'abuse pas de la confiance qui m'a été accordée, » dit celui-ci à Miss Marple. « Mais j'aimerais que vous lisiez cette lettre. » Il expliqua comment il l'avait découverte dans le grenier. « Ce sont des lettres très touchantes, » ajouta-t-il. Dans l'espoir de raviver son intérêt pour la vie et de la garder en bonne santé, Miss Blacklock racontait tout à sa sœur. On imagine très bien leur vieux père, le vieux docteur Blacklock, en arrière-plan. Une vraie brute, têtue comme une mule, complètement maniaque et persuadé d'avoir toujours raison. Son obstination a certainement tué des milliers de malades. Il était opposé à toutes les méthodes, à toutes les idées nouvelles. « Là-dessus, je serais plutôt d'accord avec lui, » dit Miss Marple. « Je trouve que les jeunes médecins ont trop tendance à vouloir tenter des expériences. Après vous avoir arraché toutes vos dents, vous avoir administré un tas d'hormones, très bizarres, et vous avoir ôté plusieurs organes, ils vous avouent qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Je préfère nettement les bons vieux remèdes qu'on vous vend dans des flacons de verre noir, comme la noirceur humaine. Après tout, on peut toujours les vider dans le lavabo. » Elle prit la lettre que lui tendait Craddock. « J'aimerais que vous la lisiez, » dit-il, « car je pense que vous comprenez mieux que moi les gens de cette génération. Je ne sais pas grand-chose de la mentalité de cette époque. » Miss Marple déplia la mince feuille de papier. « Très chère Charlotte, je ne t'ai pas écrit depuis 2 jours, car nous avons eu de très gros problèmes domestiques. Sonia, la sœur de Randall, tu te souviens d'elle ? Elle est venue te chercher en voiture un jour. Comme j'aimerais que tu sortes davantage. Sonia, donc, nous a annoncé son intention d'épouser un certain Dmitri Stamfordis. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Très séduisant, mais, à mon avis, pas du genre à qui on confierait son portefeuille ou ses clés. Hergé est braqué contre lui et brame que c'est un escroc. Quant à Belle, Dieu la bénisse, elle se contente de sourire, allongée sur son sofa. Sonia, qui sous son air impassible a un sacré caractère, est folle de rage contre Hergé. Hier, j'ai même cru qu'elle allait le tuer. J'ai fait de mon mieux. J'ai parlé à Sonia, puis à Hergé, et j'ai réussi à les calmer tous les deux. Mais dès qu'ils se retrouvent, tout recommence. Tu ne peux pas savoir comme c'est fatigant. Hergé a pris ses renseignements, et il semblerait vraiment que ce Stamfordis ne soit pas du tout recommandable. Pendant ce temps, on néglige les affaires. Je continue à travailler au bureau et, dans un sens, c'est plutôt agréable, car Hergé me laisse carte blanche. Hier, il m'a dit « Dieu merci, il reste encore une personne raisonnable en ce bas monde. » Vous, au moins, Blackie, vous ne risquez pas de tomber amoureuse d'un escroc. J'ai répondu qu'à mon avis, je ne risquais pas de tomber amoureuse de qui que ce soit. Hergé a dit « Si on lançait quelques coups dans la city ?»
Il est, quand il s'y met, malicieux comme un gosse, et prend des risques terribles. Vous êtes bien décidé à ne pas me laisser m'écarter du droit chemin, n'est-ce pas, Blackie ? M'a-t-il déclaré l'autre jour. Et comment ? Je ne comprends pas comment les gens peuvent être incapables de distinguer ce qui est honnête de ce qui ne l'est pas. Mais c'est vraiment le cas de Hergé. Il ne distingue que ce qui est franchement illégal. Tout cela fait rire Belle. Elle trouve que ses histoires à propos de Sonia sont ridicules. Sonia a son propre argent, aime-t-elle à répéter. Pourquoi n'épouserait-elle pas ce type si elle en a tellement envie ? Je lui ai fait remarquer que ce pourrait être une erreur regrettable, et elle m'a rétorqué « Épouser l'homme qu'on aime n'est jamais une erreur, même si on le regrette un jour. » J'imagine que Sonia a peur de se brouiller avec Randall à cause de l'argent. Elle adore l'argent. Parlons d'autre chose. Comment va papa ? Je ne te demanderai pas de l'embrasser de ma part, mais tu peux le faire si tu juges que c'est mieux ainsi. As-tu vu du monde ? Il ne faut surtout pas te complaire dans des idées morbides, chérie. Sonia t'envoie son bonjour. Elle vient d'entrer et n'arrête pas d'ouvrir et de refermer les mains comme un chat qui fait ses griffes. Je crois qu'elle vient encore de se disputer avec Hergé. Il est vrai que Sonia peut être très agaçante quand elle vous dévisage avec son air froid et méprisant. Je t'embrasse, chérie. Surtout, ne te laisse pas aller. Ce traitement à l'iode pourrait se révéler très efficace. Je me suis renseignée sur la question, et il semble vraiment donner de bons résultats. C'est peut-être la clé du succès. Ta sœur qui t'aime, Laetitia. Miss Marple replia la lettre et la rendit au policier. Elle semblait préoccupée. « Eh bien, qu'en pensez-vous » s'enquit avec empressement Craddock. « Quelle idée vous faites-vous d'elle ?»« De Sonia ? C'est difficile, vous savez, de voir quelqu'un à travers les yeux d'une autre personne, très indépendante, décidée à faire ce qu'elle veut, sans aucun doute, et à obtenir ce qu'il y a de mieux. » « Ouvrir et refermer les mains comme un chat qui fait ses griffes, » murmura l'inspecteur. « Vous savez, ça me rappelle quelqu'un. » Il fronça les sourcils. « La clé du succès, » murmura Miss Marple. « Si seulement nous connaissions les renseignements obtenus par Randall dans son enquête sur Stamford 10, ce serait peut-être la clé de notre succès, » dit Craddock. « Est-ce que quelque chose dans cette lettre vous rappelle Sainte Mary Maid, tante Jane ?» demanda Bunch, d'une voix passablement brouillée parce qu'elle avait la bouche pleine d'épingles. « Pas vraiment, chérie. Le docteur Blacklock est peut-être un peu comme Monsieur Curtis, le pasteur wesleyen. Il refusait que sa fille porte un appareil dentaire. Il disait que si les dents de son enfant avançaient, c'était que Dieu l'avait voulu ainsi. Après tout, lui ai-je un beau jour rétorqué, vous vous rasez la barbe et faites couper vos cheveux. Qui vous dit que ce n'est pas la volonté du Seigneur qui fait pousser vos cheveux ? Il a eu le toupet de me répondre que cela n'avait rien à voir. C'est bien une réponse d'homme. Mais cela ne nous aide pas à résoudre notre problème. Nous n'avons jamais trouvé d'où venait le revolver, vous savez. Il n'appartenait pas à Rudy Schertz. Si seulement je savais qui possède un revolver à Chipping Cleghorn. Le colonel Easterbrook en a un, lança Bunch. Il le garde dans un tiroir avec ses faux cols. Comment le savez-vous, Mrs. Harmon ? C'est Mrs. Butt qui me l'a dit. C'est ma femme de ménage. Elle vient 2 fois par semaine. Comme elle dit, c'est un monsieur qu'il est militaire. Alors c'est bien normal qu'il ait un revolver, même que ça serait bien pratique des fois, qu'il y aurait des cambrioleurs dans la maison. Quand vous a-t-elle dit ça ? Il y a des siècles. 6 mois, au bas mot. Le colonel Easterbrook, murmura Craddock. C'est comme la roue de la fortune dans les fêtes foraines, dit Bunch, la bouche toujours pleine d'épingles. On tourne, et on tombe chaque fois sur une case différente. Je ne vous le fais pas dire, grommela Craddock. Le colonel Easterbrook est allé à Little Paddocks apporter un livre, il y a quelque temps. Il aurait pu graisser les gonds et la serrure à ce moment-là. Cependant, il n'a pas essayé de cacher sa visite. Pas comme Miss Inchleaf.
Miss Marple tout sauta discrètement. « Il faut tenir compte de l'époque à laquelle nous vivons, inspecteur, déclara-t-elle. Craddock la regarda sans comprendre. « Après tout, reprit Miss Marple, vous êtes de la police, n'est-ce pas ? Les gens ne vont quand même pas aller raconter tous leurs petits secrets à la police, voyons. » « Je ne vois pas pourquoi, répondit l'inspecteur, à moins qu'il n'ait des agissements criminels à cacher. »« Elle parle du beurre, » expliqua Bunch, qui, toujours à quatre pattes, contournait le pied de la table pour épingler un morceau de patron. « Le beurre, le maïs pour les poules, quelquefois de la crème et même parfois du bacon. »« Montre-lui le mot de Miss Blacklock, » dit Miss Marple. « Il date d'il y a un moment, mais ça se lit comme un très bon roman policier. »« Qu'est-ce que j'en ai fait ? C'est de celui-ci que vous voulez parler, tante Jane. » Miss Marple prit le mot et l'examina. « Oui, dit-elle avec satisfaction, c'est bien celui-là. » Elle le tendit à l'inspecteur. « Je me suis renseignée. C'est pour jeudi, » avait écrit Miss Blacklock. « À partir de 3 heures. S'il y en a pour moi, déposez-le à l'endroit habituel. Vous savez où est la clé. » Bunch cracha ses épingles et éclata de rire. Miss Marple observait le visage de l'inspecteur. « Le jeudi, » expliqua la digne épouse du pasteur, « il y a toujours une des fermes des environs qui fait du beurre. Ils acceptent d'en céder un peu à ceux qui sont dans leur bonne grâce. Habituellement, c'est Miss Inchleaf qui va au ravitaillement. Elle s'entend comme larron en foire avec tous les fermiers. Ça tient, paraît-il, au fait qu'elle élève des cochons. C'est notre système des locales. Une personne reçoit du beurre en échange de quelques concombres ou de je ne sais quelle broutille, plus un petit quelque chose en rabiot quand quelqu'un tue le cochon. Et puis, il y a de temps en temps une bête à laquelle il arrive un accident et qu'il faut abattre. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que ce genre de troc est interdit, mais personne n'en mettrait sa main au feu tant la réglementation est compliquée. Alors, tout ça se fait plus ou moins sous le manteau. Et il serait malséant d'aller en parler à la police. J'imagine que Hinch était venu discrètement à Little Paddocks déposer une livre de beurre ou je ne sais trop quelle denrée périssable à l'endroit habituel. Je vous signale en passant qu'il s'agit d'une boîte à farine rangée dans le vaisselier. Et vierge de toute farine, cela va sans dire. Craddock poussa un soupir. Je ne regrette pas de m'être adressé à des femmes d'expérience. Avant, il y avait aussi des tickets de vêtements, dit Bunch. On ne les négociait en général pas pour de l'argent, on ne trouvait pas ça moral. Mais il est des gens comme Mrs. Butt, Mrs. Finch ou Mrs. Huggins qui savent apprécier une belle robe en lainage ou un manteau d'hiver qui n'a pas été beaucoup porté, et qui sont ravis de les payer avec des tickets au lieu de sortir leurs sous. Vous feriez mieux de ne pas m'en dire plus, s'offusqua Craddock. Tout ceci est parfaitement illégal. Alors on ne devrait pas édicter de loi aussi stupide, répondit Bunch en se remplissant de nouveau la bouche d'épingles. Personnellement, je ne prends bien sûr aucune part à ce genre de trafic, car Juliane ne veut pas que je sois mêlée à ça. Mais ça ne m'empêche bien évidemment pas d'être au courant de ce qui se passe. Une sorte de désespoir envahissait l'inspecteur. Tout ceci respire à plein nez les plaisirs champêtres et le bon vieux temps. La vie ici s'écoule avec ses petites historiettes amusantes, banales, sans conséquence, voire attendrissantes. Et pourtant, un homme et une femme ont été tués, et une autre femme risque de l'être avant que je n'aie de pistes concrètes. Je laisse tomber Pip et Emma pour l'instant. Je me concentre sur Sonia. Si seulement je savais à quoi elle ressemble. J'ai trouvé 1 ou 2 photos avec ses lettres, mais elle ne figure sur aucune. Comment savez-vous qu'elle n'y figure pas ? Savez-vous à quoi elle ressemblait ? Miss Blacklock m'a dit qu'elle était petite et brune. Vraiment ? Voilà qui est très intéressant, dit Miss Marple. Une des photos m'a vaguement rappelé quelqu'un. Une grande fille blonde aux cheveux relevés en chignon. J'ignore de qui il s'agissait. En tout cas, pas de Sonia. Pensez-vous que Mrs. Swettenham ait pu être brune dans sa jeunesse ? Pas très brune, en tout cas, dit Bunch.
Elle a les yeux bleus. J'espérais trouver un cliché de Dmitri Stamfordis, mais j'ai comme l'impression que c'était trop demandé. Enfin, je suis désolé que cette lettre ne vous suggère rien, Miss Marple, dit-il en reprenant le document. Oh, mais si, répondit celle-ci. Elle me suggère des tas de choses. Relisez-la donc, inspecteur. Notamment le passage concernant la clé du succès. Craddock ouvrit de grands yeux. La sonnerie du téléphone retentit. Bunch se releva pour se rendre dans le vestibule où, dans la plus pure tradition victorienne, le téléphone avait été à l'origine installé et où il se trouvait toujours. « C'est pour vous, dit-elle à Craddock en revenant. Un peu surpris, le policier alla répondre en prenant soin de refermer la porte du salon derrière lui. « Allô ? Craddock, ici Rightsdale. Oui, monsieur. J'ai parcouru votre rapport. Dans votre entrevue avec Philippa Ames, je vois qu'elle affirme ne pas avoir revu son mari depuis sa désertion. C'est exact, monsieur. Elle est catégorique. Mais à mon avis, elle ment. Je suis d'accord avec vous. Vous souvenez-vous de cette affaire, il y a une dizaine de jours ? Un homme renversé par un camion qu'on a emmené à l'hôpital de Milchester avec une commotion cérébrale et une fracture du bassin. Ce type qui a attrapé de justesse un gamin qui allait passer sous les roues d'un camion et qui s'est fait renverser lui-même ? Exactement. Il n'avait aucun papier sur lui, et personne n'est venu le reconnaître. Il avait tout l'air d'être en cavale. Il est mort la nuit dernière sans reprendre connaissance. Mais on l'a identifié. C'est un déserteur. Ronald Ames, ex-capitaine du régiment du South Loamshire. Le mari de Philippa Ames ? Oui. On a trouvé sur lui un vieux ticket de bus pour Chipping Cleghorn à propos, ainsi qu'une somme d'argent assez importante. Alors il avait bien reçu de l'argent de sa femme. J'ai toujours été persuadé que c'était lui que Maisie avait entendu discuter avec Philippa Ames dans le pavillon d'été. Bien sûr, Mrs. Ames a tout nié en bloc. Mais enfin, monsieur, cet accident a certainement eu lieu avant. Rightsdale lui ôta les mots de la bouche. Oui, on l'a transporté à l'hôpital le 28. Le hold-up à Little Paddocks s'est déroulé le 29. Cela le disculpe formellement de toute implication dans cette affaire. Mais sa femme, évidemment, ignorait tout de l'accident. Elle croyait peut-être, depuis le début, qu'il était impliqué. Auquel cas, elle aurait su tenir sa langue. Après tout, quoi de plus naturel ? C'était quand même son mari. En tout cas, cet homme a eu un geste très courageux, murmura lentement Craddock. En sauvant la vie de cet enfant ? Oui, il a eu du cran. Je ne pense pas que ce soit par lâcheté qu'il avait déserté. Enfin, c'est de l'histoire ancienne, à présent. Pour un homme dont la réputation était entachée, c'est une belle mort. J'en suis heureux pour elle, déclara l'inspecteur. Et pour leur fils. Oui, il n'aura pas à avoir trop honte de son père. Et la jeune femme va pouvoir se remarier à présent. Justement, j'y pensais, monsieur. Cela ouvre des possibilités. Vous ne feriez pas mal de lui apprendre la nouvelle, puisque vous vous trouvez sur place. Très bien, monsieur, je vais y aller tout de suite. Ou peut-être vaut-il mieux attendre qu'elle soit rentrée à Little Paddocks. Cela lui fera sans doute un choc. Et je veux d'abord avoir une petite conversation avec quelqu'un d'autre. Chapitre 19. Reconstitution du crime. « Je vais vous approcher une lampe avant de partir, dit Bunch. Il fait très sombre ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir de l'orage. » Elle plaça la petite lampe de lecture à l'autre bout de la table afin d'éclairer Miss Marple qui tricotait toujours, assise dans son grand fauteuil. En voyant le fil bouger sur la table, Teglaf Falazar se jeta dessus, l'attrapa entre ses griffes et le mordit violemment. « Non, Teglaf Falazar, arrête ! Ce chat est vraiment impossible. Regardez, il l'a presque transpercé. Il est tout effiloché. Tu ne comprends donc pas, matou stupide, que tu risques de recevoir une décharge électrique ? » « Merci, chérie, dit Miss Marple en tendant le bras pour allumer la lampe. «
non, ce n'est pas là qu'elle s'allume. Il faut appuyer sur ce petit interrupteur ridicule au milieu du fil. Attendez une minute, je vais enlever ce bouquet de fleurs qui vous gêne. » Elle souleva le vase, qui contenait des roses de Noël. Téglaphe Falazar, en remuant spasmodiquement la queue, tendit une patte malicieuse et griffa le bras de Bunch. Celle-ci renversa un peu d'eau sur le fil dénudé et sur le chat, qui se précipita par terre en sifflant d'indignation. Miss Marple actionna le petit interrupteur en forme d'olive. Un éclair jaillit de l'endroit où le fil avait été mordu, et un craquement retentit. « Oh, mon Dieu !» gémit Bunch. « Les plombs ont sauté. Maintenant, je parie qu'aucune lampe ne fonctionne plus. » Elle se livra à un essai infructueux. « Je leur ai parié. C'est idiot qu'elles soient toutes sur le même truc mûche. Et il y a une trace de brûlure sur la table, par-dessus le marché. »« Méchante Téglaphe Falazar, tout est de ta faute. Que se passe-t-il, tante Jane? L'éclair vous a fait peur ?»« Non, non, ce n'est rien, ma chérie. Seulement quelque chose qui vient de me sauter aux yeux et dont j'aurais dû me rendre compte depuis longtemps. Je vais aller changer de fusible, et je vous apporterai la lampe qui se trouve dans le bureau de Julian. »« Non, chérie, ce n'est pas la peine. Tu vas manquer ton bus. Je n'ai pas besoin de lumière. Je voudrais juste rester là bien tranquillement et réfléchir à quelque chose. Dépêche-toi d'aller prendre ton bus. » Après le départ de Bunch, Miss Marple resta immobile pendant quelques minutes. Il y avait de l'orage dans l'air, ce qui rendait l'atmosphère lourde et menaçante. Miss Marple prit une feuille de papier. Elle nota d'abord « lampe » qu'elle souligna plusieurs fois. Après un instant de réflexion, elle inscrivit un second mot, et son crayon parcourut ainsi la feuille, la noircissant de notes sibyllines. Dans le salon plutôt sombre des Boulders, avec son plafond bas et ses fenêtres treillissées, Miss Inchleaf et Miss Murgatroyd se disputaient. « Le problème avec toi, Murgatroyd, c'est que tu ne veux pas essayer, » vitupéra Miss Inchleaf. « Mais je te jure, Lynch, je ne me souviens de rien. Écoute-moi bien, Amy Murgatroyd. Nous allons réfléchir de façon constructive. Jusqu'à présent, nous n'avons guère brillé en tant que détective. Je m'étais complètement fourvoyée au sujet de cette porte. Ce n'est pas toi qui as tenu la porte ouverte pour le meurtrier, finalement. Tu es blanchie, Murgatroyd. » L'intéressé s'efforça de sourire. « C'est bien notre veine d'avoir la seule femme de ménage silencieuse de Shipping Cleghorn, » continua Miss Inchleaf. « En général, je m'en félicite, mais cette fois, ça nous a induit en erreur. Tout le village savait qu'on s'était servi de la deuxième porte du salon, et nous ne l'avons appris qu'hier. Je ne comprends toujours pas comment. C'est très simple. Notre première idée était bonne. On ne peut pas à la fois tenir une porte ouverte, brandir une torche et tirer des coups de revolver. Nous avons gardé la torche et le revolver et éliminé la porte. Eh bien, nous avons eu tort. C'est le revolver que nous aurions dû éliminer. »« Mais il avait vraiment un revolver ?» s'insurgea faiblement Miss Murgatroyd. « Je l'ai vu. Il traînait par terre à côté de lui. »« Une fois qu'il était mort, oui. Tout ça est très clair. Ce n'est pas lui qui a tiré les coups de revolver. »« Mais qui, alors ?»« C'est ce que nous allons découvrir. Mais quelle qu'elle soit, la même personne a placé des cachets d'aspirine empoisonnée sur la table de nuit de Lady Blacklock. Et oxy de ce fait la pauvre Dora Bunner. Et ce ne peut pas être Rudy Schertz, qui est bel et bien mort. C'est quelqu'un qui se trouvait dans le salon le soir du hold-up, et probablement aussi le jour de la fête d'anniversaire. Par conséquent, la seule personne à être hors du coup est Mrs. Harmon. Tu crois que quelqu'un a mis ses cachets dans la chambre le jour de l'anniversaire ? Pourquoi pas ? Mais comment ? Eh bien, nous sommes tous allés au cabinet, non ? Dit crûment Miss Inchleaf. Et je me suis lavé les mains dans la salle de bain à cause de ce gâteau tout poisseux. Et Choupinette chérie Esterbrook est allée repoudrer son joli minois. À mon avis cradingue, dans la chambre de Blacklock, pas vrai ? Inch, tu crois que c'est elle qui… Je ne sais pas encore. Si c'est elle, c'était un peu trop voyant.
Quand on a l'intention de déposer des cachets empoisonnés quelque part, on s'arrange pour ne pas y être vu. Oh oui, il y a eu un tas d'occasions. Les hommes ne sont pas montés. Il y a un escalier de service. Après tout, quand un homme quitte la pièce, on ne le suit pas pour s'assurer qu'il se rend vraiment à l'endroit qu'on croit. Ce ne serait pas très délicat. En tout cas, ne commence pas à discuter, Murgatroyd. Je veux revenir sur la première tentative de meurtre contre Letty Blacklock. Pour commencer, tu dois te mettre les faits dans la tête, parce que tout va dépendre de toi. Miss Murgatroyd paniqua. « Oh, mon Dieu, Inch, tu sais comme je m'embrouille toujours. Ce n'est pas ton cerveau que nous allons mettre à l'épreuve, ou du moins ce truc gris qui te tient lieu de cerveau, mais tes yeux. C'est ce que tu as vu qui m'intéresse. Mais je n'ai rien vu du tout. Le problème avec toi, je le répète, c'est que tu ne veux pas même essayer. Concentre-toi. Voici ce qui s'est passé. La personne qui avait une dent contre Miss Blacklock se trouvait dans la pièce ce soir-là. Il, je dis il parce que c'est plus facile, mais il n'y a pas de raison pour que ce soit un homme plutôt qu'une femme, sauf que les hommes sont tous des salopards. Bref, il a préalablement graissé les gonds de la deuxième porte menant au salon, et qui est censée clouer ou quelque chose d'approchant. Ne me demande pas quand il l'a fait, ça ne ferait que compliquer les choses. En réalité, en choisissant bien mon moment, je pourrais m'introduire dans n'importe quelle maison de Chipping Cleghorn et y faire ce que bon me semblerait pendant une bonne demi-heure, sans que personne aille s'en douter. Il suffit de savoir chez qui se trouvent les femmes de ménage et quand les occupants sont sortis, où ils sont allés et pour combien de temps. Bref, il suffit de compter ses ouailles. Bon, je continue. Il a donc graissé les gonds et serrures de la deuxième porte. Elle s'ouvrira sans bruit. Le scénario est le suivant. Les lumières s'éteignent, la porte A, la porte habituelle, s'ouvre avec fracas. Petit numéro avec la torche et texte du hold-up. Entre-temps, pendant que tout le monde a le regard fixé sur la scène, X, c'est le nom qui convient le mieux, se glisse hors de la pièce par la porte B, passe dans le vestibule non éclairé, se glisse derrière cet imbécile de Suisse, tire quelques coups dans la direction de Letty Blacklock et descend ensuite l'helvète qui n'en peut mais. X laisse ensuite tomber le revolver à un endroit où les esprits paresseux comme toi le considéreront comme une preuve que c'est l'helvète lui-même qui a tiré. Et il retourne enfin bien vite dans le salon au moment où on allume les briquets. Tu me suis ? Oui. Mais qui est-ce ? Eh bien, si toi, tu ne le sais pas, Murgatroyd, personne ne le sait. Moi ? Miss Murgatroyd, en proie à la panique, donnait tous les signes de la plus vive agitation. Mais je ne sais rien du tout, sincèrement, Hinch. Sers-toi un peu de cette guimauve que tu nommes ta cervelle. D'abord, où se trouvait tout le monde quand les lampes se sont éteintes ? Je ne sais pas. Si, tu le sais. Ce que tu peux être exaspérante, tu sais tout de même où tu te trouvais, toi, derrière la porte. Oui, c'est vrai, elle a heurté mon corps en s'ouvrant. Pourquoi ne vas-tu pas voir un pédicure au lieu de te charcuter toi-même les pieds ? Tu finiras par te coller une infection un de ces jours. Allons. Toi, tu es derrière la porte. Moi, je suis près de la cheminée, la langue pendante de soif. Letty Blacklock se tient près de la table, à côté de l'arcade, où elle va chercher des cigarettes. Patrick Simons est passé de l'autre côté de l'arcade, dans l'ex-boudoir où Letty Blacklock a disposé les bouteilles. D'accord ? Oui, je me rappelle tout ça. Bien. Une autre personne a suivi Patrick dans le prolongement du salon, ou du moins était en train de se diriger par là. L'un des hommes. Ce qui m'énerve, c'est que je n'arrive pas à me souvenir s'il s'agit d'Easterbrook ou d'Edmund Swettenham. Tu te rappelles ? Non. Ça ne m'étonne pas de toi. Et il y a une troisième personne qui est passée de l'autre côté de l'arcade, Philippa Ames. Je m'en souviens très bien, car j'avais remarqué comme elle se tenait bien droite, et je me suis dit, cette fille aurait de l'allure sur un cheval. Je la regardais en me disant ça. Elle s'est approchée de l'autre cheminée, dans la partie du bout. J'ignore ce qu'elle voulait y faire.
parce que c'est à ce moment-là que la lumière s'est éteinte. Voilà donc quelles étaient les positions. Dans le petit salon, Patrick Simons, Philippa Ames et soit le colonel Easterbrook, soit Edmund Swettenham. Nous ignorons lequel. Maintenant, Murgatroyd, écoute-moi bien. Il est plus que probable que c'est l'un de ces trois-là qui a fait le coup. Pour sortir par l'autre porte, il valait mieux s'assurer d'être bien placé au moment où les lumières s'éteindraient. Donc, comme je viens de le dire, il est probable que c'est l'un de ces trois-là. Et dans ce cas, Murgatroyd, tu ne peux rien faire pour nous. Le visage de Miss Murgatroyd s'éclaira. D'un autre côté, continua Miss Inchleaf, il est possible que ce ne soit pas l'un des trois, et c'est là que tu entres en jeu. Mais pourquoi est-ce que je saurais quelque chose, moi? Je te l'ai déjà dit. Si toi tu ne le sais pas, personne ne sait. Mais je ne sais rien, je te le jure, je n'y voyais rien du tout. Oh si, tu y voyais. Tu es même la seule à avoir vu. Tu te tenais derrière la porte. Tu ne prenais donc pas la torche en pleine poire, parce que la porte était entre vous deux. Tu étais face au salon, et tu regardais dans la même direction que la torche. Nous autres, nous étions éblouis, mais pas toi. Non, peut-être pas, mais je n'ai rien vu. La torche n'arrêtait pas d'aller et venir. Te montrant quoi? S'arrêtant sur quoi? Des visages? Non. Et les tables, les chaises? Oui, c'est ça. Il y a eu Miss Bunner, la bouche grande ouverte, les yeux exorbités, qui battaient des paupières. Enfin! Miss Inchleaf poussa un soupir de soulagement. Le plus dur, c'est de te faire utiliser ta matière grise. Maintenant, continue. Mais je n'ai rien vu de plus, vraiment. Tu veux dire que tu as vu une pièce vide? Personne ne s'y trouvait, debout ou assis? Si, bien sûr. Miss Bunner, bouche bée, et Mrs. Harmon, assise sur le bras d'un fauteuil. Elle avait les yeux fermés et les mains crispées sur son visage, comme un enfant. Bien. Voilà pour Miss Bunner et Mrs. Harmon. Tu ne vois donc pas où je veux en venir? Le problème, c'est que je ne voudrais pas t'influencer. Mais quand nous aurons éliminé ceux que tu as vus, nous pourrons en arriver à la question importante. Y a-t-il quelqu'un que tu n'as pas vu? Tu as compris? À part les tables, les chaises, les chrysanthèmes et tout le Saint-Frusquin, il y avait certaines personnes. Julia Simons, Mrs. Swettenham, Mrs. Easterbrook, soit le colonel Easterbrook, soit Edmund Swettenham, Dora Bunner et Bunch Harmon. Très bien. Tu as vu Bunch Harmon et Dora Bunner. On peut les rayer de la liste. Réfléchis, Murgatroyd. Réfléchis. Une de ces personnes était-elle absente de la pièce? Miss Murgatroyd sursauta légèrement au bruit d'une branche qui heurtait la fenêtre ouverte. Elle ferma les yeux et murmura pour elle-même. Les fleurs, sur la table, le grand fauteuil. La torche n'est pas allée assez loin pour t'éclairer, Hinch. Mrs. Harmon, oui. Soudain, le téléphone sonna. Miss Inchleaf alla répondre. Allô, oui? La gare? Obéissante, Miss Murgatroyd, les yeux toujours clos, revivait la soirée du 29. La torche qui balayait lentement la pièce. Un groupe de gens. Les fenêtres. Le sofa. Dora Bunner. Le mur. La table et la lampe. L'arcade. Le coup de feu soudain. « Mais c'est incroyable !» s'écria-t-elle. « Quoi ?» hurlait Miss Inchleaf au téléphone. « Et elle est là depuis ce matin? À quelle heure? Et c'est à cette heure-ci que vous m'appelez, pauvre abruti. Je vais vous mettre la SPA aux fesses. Vous l'aviez oublié? C'est tout ce que vous trouvez à dire ?» Elle raccrocha violemment. « C'est la chienne, dit-elle. Le 7 heures. Elle est à la gare depuis ce matin 8 heures, sans une goutte d'eau à boire.
Et ces imbéciles m'appellent que maintenant. Je vais la chercher tout de suite. » Et elle sortit en trombe, tandis que Miss Murgatroyd s'élançait à sa suite, en poussant piaulement et pépiment sur le mode suraigu. « Mais écoute, Hinch, c'est vraiment incroyable. Je n'y comprends rien. » Miss Hinchcliffe fonçait sur le hangar qui servait de garage. « Nous continuerons à mon retour, » cria-t-elle. « Je n'ai pas le temps de t'attendre. »« Comme d'habitude, tu es en chaussons. » Elle démarra et, en 3 embardées, sortit du garage en marche arrière. Miss Murgatroyd sauta prestement de côté. « Mais écoute, Hinch, il faut absolument que je te dise. À mon retour !» La voiture partit en trombe. Les piaillements de Miss Murgatroyd, qui s'égosillait, la suivirent un temps. « Mais, Hinch, elle n'était pas là !» Le ciel s'était chargé de gros nuages sombres. Tandis que Miss Murgatroyd regardait la voiture s'éloigner, les premières gouttes se mirent à tomber. Tout agitée, Miss Murgatroyd se précipita vers un fil sur lequel elle avait, quelques heures plus tôt, mis à sécher quelques pulls et une culotte de laine. « C'est vraiment incroyable, » marmonnait-elle. « Oh, mon Dieu, je n'arriverai jamais à rentrer le linge à temps. Et il était presque sec. » Il lui fallut se battre contre une pince à linge récalcitrante. Puis elle tourna la tête en entendant quelqu'un approcher. « Bonjour, » dit-elle, avec un sourire de bienvenue. « Mais entrez donc vous mettre à l'abri. Vous allez vous tremper. »« Laissez-moi vous aider. »« Oh, si cela ne vous ennuie pas. »« C'est tellement agaçant de voir du linge presque sec prendre la pluie. En fait, je devrais plutôt décrocher le fil, mais je crois que je suis trop petite. »« Vous avez fait tomber votre écharpe. Voulez-vous que je vous la noue autour du cou ? » ?»« Oh, merci. Oui, peut-être. Si je pouvais atteindre cette pince à linge. » L'écharpe de laine fut glissée autour de son cou, puis, d'un seul coup, serrée très fort. Miss Murgatroyd ouvrit la bouche, mais il n'en sortit qu'un son étouffé. Et l'écharpe se resserra encore. En rentrant de la gare, Miss Hinchcliffe s'arrêta pour prendre Miss Marple, qui marchait d'un pas vif sous la pluie. « Bonjour » cria-t-elle. « Vous allez être trempée. Venez prendre le thé avec nous. J'ai vu Bunch qui attendait le bus. Vous seriez toute seule au presbytère. Joignez-vous à nous. Murgatroyd et moi essayons de mettre la dernière touche à une reconstitution du crime. Je crois que nous avons pas mal avancé. Prenez garde à la chienne. Elle est plutôt nerveuse. » « Elle est superbe. »« Oui, c'est une belle bête. Ces imbéciles l'avaient gardée à la gare depuis ce matin sans me le dire. Je leur ai passé un savon, à ces fils de... Oh, excusez ma verdeur de langage. J'ai été élevée en Irlande. Et par des valets d'écurie. » La petite voiture prit le virage sur les chapeaux de roue et entra dans la petite cour des Boulders en faisant crisser le gravier. À leur descente de voiture, les 2 dames furent encerclées par une foule de canards et autres volatiles affamés. « Cette fichue Murgatroyd ne leur a pas donné leur maïs » tonna Miss Hinchcliffe. « Est-il difficile de se procurer du maïs » demanda Miss Marple. Miss Hinchcliffe lui fit un clin d'œil. « Je suis de mèche avec la plupart des fermiers. » Dispersant les poules, elle escorta Miss Marple vers la maison. « J'espère que vous n'êtes pas trop mouillée. »« Non, j'ai un très bon imperméable. »« Je vais faire du feu, si Murgatroyd ne s'en est pas déjà chargé. »« Ohé, Murgatroyd ! Où est-elle passée ? Murgatroyd ! Et la chienne, voilà qu'elle a disparu, elle aussi. » Elles entendirent des aboiements lugubres venant du fond du jardin. « Cette chienne de malheur !» Miss Hinchcliffe se dirigea vers la porte au pas de charge. « Fifine, viens, ma fifinette !» vociféra-t-elle. Dans le genre non ridicule, on ne fait pas mieux, mais c'est apparemment comme ça que ces abrutis du chenil l'ont baptisé. Il va falloir lui en trouver un autre. « Fifine !» Le setter était en train de renifler une forme allongée au pied de la corde à linge, sur laquelle une rangée de vêtements battait au vent.
Murgatroyd n'a même pas eu l'idée de rentrer le linge. Mais où est-elle passée ?» La chienne renifla de nouveau ce qui semblait être un tas de linge. Puis leva son museau vers le ciel et se mit à aboyer à la mort. « Mais qu'est-ce qu'elle a ?» Miss Inchleaf traversa rapidement la pelouse. Saisie d'une appréhension, Miss Marple la suivit aussitôt. Les deux femmes se figèrent, côte à côte, sous la pluie battante, et la plus âgée des deux passa un bras autour des épaules de la plus jeune. Elle sentit les muscles de Miss Inchleaf se raidir tandis qu'elle contemplait la silhouette allongée à ses pieds, avec son visage congestionné et bleui et sa langue protubérante. « Si j'arrive à lui mettre la main dessus, » murmura lentement Miss Inchleaf, « je la tuerai. Celle qui a fait ça. »« Celle ?» demanda Miss Marple. Miss Inchleaf tourna vers la vieille demoiselle un visage ravagé. « Oui, je sais qui c'est. Enfin, presque. En fait, il n'y a que 3 possibilités. » Elle resta quelques instants immobile près du cadavre de son amie, puis retourna vers la maison. « Il faut appeler la police », décréta-t-elle d'une voix sèche et dure. « Et en les attendant, je vais vous raconter. C'est par ma faute, dans un sens, que Murgatroyd est là, dehors. J'ai voulu traiter ça comme un jeu. Mais un meurtre, ce n'est pas un jeu. »« Non, » dit Miss Marple. « Un meurtre n'est pas un jeu. »« Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Miss Inchleaf en décrochant le combiné. Elle rapporta brièvement les faits et raccrocha. « Ils seront là dans quelques minutes. »« Oui, il paraît que vous avez déjà été mêlé à ce genre d'affaires. C'est Edmond Swettenham qui me l'a dit, je crois. Voulez-vous savoir ce que nous étions en train de faire, Murgatroyd et moi ?» Elle relata succinctement la conversation qui avait eu lieu avant son départ pour la gare. « Elle m'a appelée, juste au moment où je partais. C'est comme ça que je sais qu'il s'agit d'une femme et non d'un homme. Si j'avais attendu, si seulement j'avais écouté, cette chienne pouvait attendre un quart d'heure de plus, non d'un petit bonhomme. Ne vous faites pas de reproches, ma chère, c'est inutile. On ne peut jamais prévoir. Non, c'est vrai. Quelque chose a heurté la fenêtre. Ça me revient. Peut-être qu'elle était là, dehors. Mais oui, bien sûr, elle venait à la maison. Et elle nous a entendus, Murgatroyd et moi, en train de crier, de nous époumoner. Elle a tout entendu. Vous ne m'avez pas encore raconté ce qu'avait dit votre amie. Juste une phrase. Elle n'était pas là. Elle marqua un temps, puis... Vous saisissez ? Il y avait 3 femmes que nous n'avions pas encore éliminées. Mrs. Swettenham, Mrs. Easterbrook et Julia Simons. Et l'une de ces 3 n'était pas là. Elle n'était pas dans le salon parce qu'elle s'était glissée dans le vestibule par la seconde porte. « Oui, je vois, » dit Miss Marple. « C'est l'une de ces 3 femmes. J'ignore laquelle, mais je le saurai. »« Excusez-moi, mais est-ce qu'elle, je veux dire Miss Murgatroyd, s'est exprimée exactement de cette façon ? » ?»« Qu'est-ce que vous voulez dire ? » ?»« Comment vous expliquer ? Vous l'avez dit sur ce ton. Elle n'était pas là, en détachant les mots sans insister sur l'un d'eux en particulier. Voyez-vous, il y a 3 intonations possibles pour cette phrase. Vous pourriez dire « Elle n'était pas là » en insistant sur la personne, ou bien « Elle n'était pas là » pour confirmer un soupçon déjà évoqué, ou encore, ce qui serait plus proche de la façon dont vous venez de le dire, elle n'était pas là, tout bonnement en insistant sur le là. Je ne sais pas, répondit Miss Inchleaf en secouant la tête. J'ai oublié. Comment diable pourrais-je me rappeler ?
Il me semble qu'elle a dû dire « Elle n'était pas là ». Ça paraît plus naturel, à mon avis. Mais en fait, je ne sais pas. Est-ce que ça fait une différence ? Oui, dit Miss Marple d'un ton songeur. Je pense que oui. C'est un indice infime, bien sûr, mais c'en est un. Oui, je crois que cela fait une différence énorme. Chapitre 20. Miss Marple disparaît. Le facteur avait à son grand dam reçu récemment l'ordre d'effectuer l'après-midi une tournée à Chipping Cleghorn en plus de celle du matin. Cet après-midi-là, à 16h50 précise, il déposa 3 lettres à Little Paddocks. L'une d'elles, adressée à Philippa Ames, portait une écriture enfantine. Les 2 autres étaient destinées à Miss Blacklock. Elle les ouvrit et alla s'asseoir à la table du salon. Philippa l'imita. Grâce à la pluie torrentielle, la jeune femme avait pu quitter Dyas Hall plus tôt, car une fois les serres fermées, elle n'avait plus rien eu à faire. La première lettre de Miss Blacklock était une facture pour la réparation du chauffe-eau de la cuisine. « Ce Diamond est absolument hors de prix, » fulmina-t-elle. « Enfin, je suppose que tout le monde pratique ces tarifs exorbitants. » Elle décacheta la seconde enveloppe, dont l'écriture lui était inconnue. « Chère cousine Letty, j'espère que cela ne vous dérangera pas si je viens vous voir mardi. J'ai écrit à Patrick il y a 2 jours, mais il ne m'a pas répondu, alors je suppose qu'il n'y a pas de problème. Maman vient en Angleterre le mois prochain et espère vous rencontrer. Mon train arrive à Chipping Cleghorn à 6h15. Est-ce que cela vous convient ? Bon baiser, Julia Simons. » À la lecture de cette lettre, Miss Blacklock fut d'abord stupéfaite. Mais quand elle la relut, son visage s'assombrit. Elle leva les yeux vers Philippa, qui souriait en lisant la lettre de son fils. « Savez-vous si Julia et Patrick sont rentrés ?» Philippa interrompit sa lecture. « Oui, ils sont arrivés juste après moi. Ils sont montés se changer, ils étaient trempés. Pourriez-vous leur demander de descendre, je vous prie ? Bien sûr. Attendez, j'aimerais que vous lisiez ceci. » Elle tendit la lettre à Philippa, qui la lut en fronçant les sourcils. « Je ne comprends pas. »« Moi non plus. Mais je crois qu'il est grand temps d'éclaircir cette histoire. Appelez Julia et Patrick. »« Patrick ? Julia ?» appela la jeune femme du bas de l'escalier. « Miss Blacklock vous demande. » Le jeune homme dévala les marches et entra dans la pièce. « Ne partez pas, Philippa, » dit Miss Blacklock. « Bonjour, tante Letty, » dit gaiement Patrick. « Vous vouliez me voir ? » ?»« Oui, peut-être pourras-tu m'expliquer ceci. » Patrick eut l'air si consterné en lisant la lettre que c'en était presque comique. « Je voulais lui télégraphier, dit-il. Quel abruti je fais !»« Cette lettre, je présume, est de ta sœur Julia ? » Oui. »« Dans ce cas, pourrais-je savoir qui est cette jeune femme que tu as amenée ici en la faisant passer pour Julia et dont on m'a fait croire qu'elle était ta sœur et ma cousine ?» demanda sévèrement Miss Blacklock. « Eh bien, voyez-vous, tante Letty, en fait, je vais tout vous expliquer. Je sais que je n'aurais pas dû, mais en fait, c'était plus un jeu qu'autre chose. Laissez-moi vous expliquer. Je ne demande que cela. Qui est cette jeune femme ? Eh bien, je l'ai rencontrée à un cocktail peu après ma démobilisation. On a discuté, et je lui ai dit que j'allais venir ici. Et alors, eh bien, on s'est dit que ce serait une bonne combine si elle pouvait venir aussi. Voyez-vous, Julia, la vraie, rêvait de monter sur scène, et maman ne voulait pas en entendre parler, ça la rendait hystérique. Malgré ça, Julia a eu l'occasion de se faire enrôler dans une chouette troupe de répertoire à Perth, je crois, et elle s'est dit qu'elle devait tenter sa chance. Mais elle a préféré ne pas inquiéter maman, et lui a raconté qu'elle venait ici, avec moi, faire des études de pharmacie, comme une petite fille bien sage. Tout ça ne me dit pas qui est cette autre jeune femme. Patrick fut soulagé de voir Julia entrer dans la pièce, toujours calme et distante.
Le poteau rose est découvert, dit-il. Julia haussa les sourcils, puis, sans se départir de son calme, alla s'asseoir près d'eux. « Ok, dit-elle. Ce qui est fait. Vous êtes furieuse, je suppose. Je le serais à votre place. » Elle dévisageait Miss Blacklock avec un intérêt dépourvu de toute émotion. « Qui êtes-vous » Julia poussa un soupir. « Je crois que le moment est venu de décharger ma conscience. »« Allons-y. Je suis une moitié du tandem Pip et Emma. Pour être plus précise, je m'appelle Emma Jocelyn Stamfordis. Mais papa a vite changé de nom. Je crois qu'il s'est par la suite appelé De Courcy. Je dois vous dire que mes parents se sont séparés environ 3 ans après notre naissance. Chacun est parti de son côté, et ils se sont partagés les enfants. C'est papa qui a hérité de moi. C'était un mauvais père sur toute la ligne, même s'il avait beaucoup de charme. J'ai connu plusieurs périodes d'internat chez les sœurs. Quand mon père n'avait plus d'argent, ou dès lors qu'il préparait un coup malhonnête, il payait le premier trimestre en se faisant passer pour riche, puis disparaissait en me laissant aux sœurs pendant 1 an ou 2. Entre ces périodes, nous avons connu de bons moments, tous les deux, en évoluant au sein d'une société cosmopolite. Toutefois, la guerre nous a séparés pour de bon. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu. Pour ma part, j'ai vécu quelques aventures. J'ai fait partie de la résistance française pendant un moment. C'était assez exaltant. Au bout du compte, je me suis retrouvée à Londres, et j'ai commencé à réfléchir sur mon avenir. Je savais que le frère de ma mère, avec lequel elle s'était brouillée, était mort en laissant une immense fortune. J'ai consulté son testament pour savoir si quelque chose me revenait. Je n'héritais de rien, du moins pas directement. Je me suis renseignée sur sa veuve. Apparemment, elle était plutôt gâteuse, sous-tranquillisant et en train de mourir à petit feu. Franchement, je me suis dit que ma meilleure chance, c'était vous. Vous alliez hériter d'une somme fabuleuse, et d'après ce que j'avais appris, vous n'aviez pas grand monde pour qui le dépenser. Je vais être franche. Je me suis dit que si j'arrivais à faire votre connaissance, à sympathiser avec vous, et si vous vous attachiez à moi, eh bien, après tout, les choses ont plutôt changé depuis la mort d'oncle Randall, pas vrai? Tout l'argent que nous avions autrefois a été emporté dans la tourmente du cataclysme européen. J'ai pensé que vous pourriez prendre en pitié une pauvre orpheline, seule au monde, et peut-être même lui accorder une petite pension. « Ah ? Vraiment ? » demanda Miss Blacklock d'un ton sévère. « Oui, bien sûr. » C'était avant que je vous voie. J'avais imaginé une approche un peu larmoyante. Puis, par un coup de veine inouï, j'ai rencontré Patrick, et il s'est trouvé que c'était votre neveu, ou votre cousin, bref, votre parent. Alors, je me suis dit que c'était ma chance. Je me suis jetée au cou de Patrick, et il a répondu à mes avances de façon très gratifiante. La vraie Julia était toute excitée par son histoire de théâtre, et je l'ai vite persuadé qu'il était de son devoir d'artiste de s'installer dans un galetas quelconque à Perth et de s'entraîner à être la nouvelle Sarah Bernard. N'en veuillez pas trop à Patrick. Il s'est laissé attendrir par l'orpheline que j'étais, toute seulette en ce monde cruel, et il a tout de suite trouvé que ce serait une idée merveilleuse de m'amener ici en me faisant passer pour sa sœur, et que je puisse ainsi plus commodément mettre mon plan à exécution. Et il a également approuvé le tissu de mensonges que vous avez raconté à la police. Soyez humaine, Letty. Ne voyez-vous pas que quand ce hold-up ridicule a eu lieu, ou plutôt qu'après qu'il a eu lieu, j'ai commencé à me sentir un peu dans le pétrin. Voyons les choses en face. J'ai un excellent mobile pour vouloir me débarrasser de vous. Et même à l'heure qu'il est, vous n'avez que ma parole que ce n'est pas moi qui ai essayé de le faire. Vous ne pouvez pas me demander d'aller délibérément me mettre en cause. Même Patrick a eu des doutes à mon sujet. Et si lui a pu penser une chose pareille, qu'irait penser la police ? Cet inspecteur m'a paru de nature extrêmement sceptique. Non, vraiment, je me suis dit que la seule solution était de me tenir à carreau en jouant mon personnage de Julia et d'attendre la fin du trimestre pour m'évanouir dans la nature. Comment aurais-je pu prévoir que cette idiote de Julia, la vraie, allait se disputer avec son producteur et tout laisser tomber sur un coup de tête ?
Elle écrit à Patrick en lui demandant si elle peut venir, et au lieu de lui télégraphier de rester à l'écart, il oublie de se manifester. Elle lança au jeune homme un regard furibond. « Quel abruti !» Puis elle poussa un soupir à fendre l'âme. « Vous ne savez pas ce que j'ai subi à Milchester. Bien sûr, je n'ai jamais mis les pieds à l'hôpital, mais il fallait quand même bien que j'aille quelque part. J'ai passé des heures et des heures au cinéma, à voir et revoir les navets abominables. »« Pip et Emma, » murmura Miss Blacklock. Malgré ce que m'avait dit l'inspecteur, je n'avais jamais vraiment cru à leur existence. Elle examina Julia avec attention. « Mais si vous êtes Emma, où est Pip ?» Julia, de ses yeux limpides et innocents, soutint le regard de Miss Blacklock. « Je n'en sais rien, dit-elle. Je n'en ai pas la moindre idée. »« Je crois que vous mentez, Julia. »« Quand avez-vous vu votre frère pour la dernière fois ?» La jeune fille hésita-t-elle avant de répondre, ou n'était-ce qu'une impression ? Elle lança, d'une voix claire et décidée. « Je ne l'ai pas vu depuis l'époque où nous avions 3 ans, quand ma mère l'a emmené. Je ne les ai plus revus, ni l'un ni l'autre. J'ignore où ils se trouvent. »« Est-ce tout ce que vous avez à dire ? » ?»« Je pourrais vous dire que je suis désolée, » répondit-elle avec un soupir. « Mais ce ne serait pas entièrement vrai, parce que si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. Enfin, pas si j'étais au courant de cette histoire de meurtre, bien sûr. »« Julia, » dit Miss Blacklock. « Je vous appelle ainsi car j'en ai pris l'habitude. Vous dites que vous avez fait partie de la résistance française ? » ?»« Oui, pendant 18 mois. Alors je suppose que vous avez appris à manier une arme. » Une fois de plus, les yeux bleus et froids de la jeune fille soutinrent son regard. « Je sais tirer. Je tire même très bien. Ce n'est pas moi qui vous ai tiré dessus, Laetitia Blacklock, même si vous n'avez que ma parole. Mais je peux vous dire une chose. Si je vous avais tiré dessus, moi, je ne vous aurais pas raté. » L'atmosphère tendue fut rompue par le bruit d'une voiture qui se garait devant la porte. « Qui cela peut-il bien être ?» demanda Miss Blacklock. Mitzi apparut, les cheveux ébouriffés et les yeux exorbités. « C'est encore la police !» éructa-t-elle. « Ça, c'est de la persécution. Pourquoi ils ne nous laissent pas tranquilles ? Je ne le supporterai pas. Je vais écrire au Premier ministre. Je vais écrire à votre roi. » La main ferme de Cradock l'écarta sans ménagement. Il avait une expression si sévère que tous le regardèrent avec appréhension. Ce n'était pas l'inspecteur Cradock qu'ils connaissaient. « Miss Murgatroyd a été assassinée, » dit-il gravement. « On l'a étranglée, il y a 1 heure à peine. » Son regard s'arrêta sur Julia. « Vous, Miss Simons, où vous trouviez-vous, aujourd'hui ?»« À Milchester, » répondit la jeune femme d'une voix lasse. « Je viens de rentrer. »« Et vous ?» demanda-t-il en se tournant vers Patrick. « Moi aussi. »« Vous êtes rentrés ensemble ?»« Oui, absolument, » dit Patrick. « Non, » dit Julia. « À quoi bon, Patrick ? C'est le genre de mensonge qui sera immédiatement découvert. Les gens du car nous connaissent bien. J'ai pris le car précédent, inspecteur, celui qui arrive à 16 heures. »« Et qu'avez-vous fait après ça ?»« Je suis allée me promener. »« Dans la direction des Boulders ?»« Non, j'ai coupé par les champs. » Il la regarda fixement. Julia, pâle, les lèvres crispées, lui rendit son regard. La sonnerie du téléphone retentit avant que quiconque ait pu parler. Adressant un regard interrogateur à Cradock, Miss Blacklock décrocha. « Allô ? Oui ? Qui ça ? Oh, Bunch. Comment ? Non, elle n'est pas venue. Je ne sais pas. Oui, il est là. » Elle posa le combiné. « Mrs. Harmon voudrait vous parler, inspecteur. Miss Marple n'est pas rentrée au presbytère, et Mrs. Harmon commence à s'inquiéter. » Cradock fit 2 pas en avant et empoigna le combiné. « Cradock à l'appareil. »« Je suis inquiète, inspecteur. » La voix de Bunch tremblait comme celle d'un enfant. « Tante Jane est sortie et j'ignore où elle est. Et il paraît que Miss Murgatroyd a été assassinée, c'est vrai ? » « Oui, c'est vrai, Mrs. Harmon. »
Miss Marple se trouvait aux Boulders avec Miss Inchleaf. Ce sont elles qui ont découvert le corps. « Oh, alors elle est là-bas !» dit Bunch, soulagé. « Non, plus maintenant, malheureusement. Elle a quitté les Boulders, voyons, il y a une demi-heure environ. Vous dites qu'elle n'est pas rentrée ? » ?»« Non, pas encore. C'est seulement à 10 minutes d'ici. Où peut-elle bien être ? » ?»« Sans doute aura-t-elle rendu visite à l'un de vos voisins. »« Je leur ai téléphoné. Je les ai tous appelés. Elle n'y est pas. J'ai peur, inspecteur. » « Et moi donc, pensa Craddock. « J'arrive tout de suite, dit-il. »« Oh oui, je vous en prie. J'ai trouvé un morceau de papier sur lequel elle a griffonné quelques mots avant de partir. J'ignore si ça signifie quelque chose. Pour moi, c'est du charabia. » Craddock raccrocha. « Il est arrivé quelque chose à Miss Marple ?» demanda Miss Blacklock, l'air inquiet. « Oh, j'espère que non. »« Moi aussi, » répondit le policier, le visage fermé. « Elle est très âgée et infiniment fragile. »« Je sais. »« La situation se dégrade de plus en plus, » dit Miss Blacklock d'une voix rauque en tripotant d'une main son gros collier de perles. « Celui qui a fait tout cela doit être fou. Inspecteur, complètement fou. » « Je me le demande. » Le collier de Miss Blacklock se rompit soudain sous la pression de ses doigts crispés. Les billes blanches et lisses s'éparpillèrent sur le sol. « Mes perles, mes perles !» s'écria-t-elle d'une voix où perçait une angoisse atroce. Son ton exprimait un tel désespoir que tous la dévisagèrent avec ahurissement. Elle se retourna, la main sur la gorge, et quitta précipitamment la pièce en sanglotant. « Je ne l'avais encore jamais vue aussi bouleversée, » commenta Philippa en ramassant les perles. « Bien sûr, elle porte toujours ce collier. Vous croyez que c'est un cadeau de quelqu'un à qui elle tenait beaucoup ? Randall Gudler, peut-être ? » ?»« C'est possible, » articula lentement l'inspecteur. « Elle ne serait pas vraie, par hasard ? » demanda Philippa, à genoux, ramassant toujours les billes blanches et luisantes. Craddock en prit une et l'examina. Il était sur le point de s'exclamer avec mépris « Vrai ? Bien sûr que non !» quand il se ravisa soudain. Et si ces perles étaient vraies ? Après tout, elles étaient si grosses, si régulières, si blanches, que l'imitation paraissait évidente. Mais Craddock se rappela soudain une affaire dans laquelle un vrai collier de perles avait été acheté pour quelques shillings chez un prêteur sur gage. Laetitia Blacklock lui avait affirmé qu'aucun bijou de valeur ne se trouvait dans la maison. Si, par hasard, ces perles se révélaient véritables, il devait y en avoir pour une fortune. Et si c'était Randall Gudler qui les lui avait offertes, elles pouvaient même avoir une valeur inestimable. Ces perles paraissaient fausses. Elles devaient être fausses. Mais si par hasard, elles étaient vraies. Et pourquoi ne le seraient-elles pas ? Miss Blacklock elle-même n'avait peut-être pas conscience de leur valeur, à moins qu'elle n'ait choisi de protéger son trésor en faisant comme s'il s'agissait d'un bijou fantaisie, valant tout au plus quelques guinées. Combien pouvaient-elles valoir, si elles étaient vraies ? Une somme fabuleuse. Une somme pour laquelle on pouvait tuer, à condition que quelqu'un fût au courant de leur valeur. Avec un sursaut, l'inspecteur s'arracha à ses spéculations. Miss Marple avait disparu. Il fallait qu'il se précipite au presbytère. Bunch et son mari l'attendaient, les traits tirés par l'anxiété. « Elle n'est toujours pas rentrée, » dit Bunch. « Quand elle a quitté les Boulders, » demanda Julian, « est-ce qu'elle a dit qu'elle revenait ici ?»« Elle ne l'a pas précisé, » répondit lentement Craddock, en se remémorant la dernière fois qu'il avait vu Jane Marple. Il se rappela ses lèvres pincées, et la lueur tout à la fois glaciale et résolue qui brillait désormais au fond de ses yeux bleus d'habitude si doux. Un air résolu, une détermination inébranlable. Pour faire quoi ? Pour aller où ? La dernière fois que je l'ai vue, elle s'entretenait avec le sergent Fletcher, dit-il, près de la grille. Et puis elle est partie. J'ai cru qu'elle rentrait directement au presbytère.
Je l'aurais volontiers fait reconduire en voiture, mais il y avait trop de choses à régler, et elle s'est éclipsée très discrètement. Peut-être Fletcher en sait-il davantage. Où est Fletcher ? Mais le sergent Fletcher, comme l'apprit Craddock en téléphonant, ne se trouvait apparemment plus aux Boulders et n'avait laissé aucun message concernant sa destination. On pensait qu'il avait dû retourner à Milchester pour une raison quelconque. L'inspecteur appela le quartier général à Milchester, mais il n'avait aucune nouvelle de Fletcher. Puis, se rappelant ce qu'elle lui avait déclaré au téléphone, Craddock se tourna vers Bunch. « Où est ce papier ? Vous disiez qu'elle avait écrit quelque chose sur un bout de papier. » Bunch le lui apporta. Il l'étala sur la table et l'examina. Bunch, penché par-dessus son épaule, éplait les mots à voix haute tandis qu'il les lisait. L'écriture était tremblotante et difficile à déchiffrer. Lampe. Ensuite venait le mot violette. Puis, après un blanc, où est le tube d'aspirine ? Le mot suivant de cette étrange liste était plus difficile à déchiffrer. La mort exquise, lui traduisit Bunch. C'est le gâteau de Mitzi. La clé, lut Craddock. La clé de quoi ? Et ça ? Une bien triste affliction courageusement supportée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Iode, lut l'inspecteur. Perles. Ah, les perles. Ensuite, Lottie, non, Letty. Ces E ressemblent à des O. Ensuite, Berne. Et ça, retraite des vieux. Ils se regardèrent interloqués. Craddock récapitula brièvement. Lampe, violette. Où est le tube d'aspirine ? La mort exquise, la clé. Une bien triste affliction courageusement supportée. Iode, les perles. Letty, Berne, retraite des vieux. « Est-ce que ça a un sens ? Demanda Bunch. Je ne vois pas de rapport entre tous ces mots. J'en ai une vague idée, dit lentement Craddock, mais je nage quand même passablement dans le brouillard. C'est bizarre qu'elle ait mentionné les perles. Eh bien quoi, les perles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Miss Blacklock porte-t-elle toujours ce collier de perles à 3 rangs ? Oui, parfois nous en rions. Elles ont l'air si affreusement fausses, vous ne trouvez pas ? Mais je suppose qu'elle croit que c'est la mode. Il y a peut-être une autre raison, dit lentement Craddock. Vous ne voulez pas dire que ce sont des vrais ? Oh, c'est impossible. Avez-vous souvent eu l'occasion de voir des perles d'une telle grosseur, Mrs. Harmon ? Mais on dirait du verre teinté. Craddock haussa les épaules. Enfin, peu importe, pour l'instant. C'est Miss Marple qui nous préoccupe. Nous devons la retrouver. Il fallait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. À moins qu'il ne soit déjà trop tard. Ces mots griffonnés au crayon prouvaient qu'elle était sur une piste. Mais une piste dangereuse. Très dangereuse. Et où diable était passé Fletcher ? Craddock sortit du presbytère et se dirigea à grandes enjambées vers l'endroit où il avait garé sa voiture. Chercher. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Chercher. Dessous un massif de lauriers dégoulinant de pluie, une voix s'adressa à lui. « Monsieur !» le héla le sergent Fletcher, haletant. « Monsieur !» Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.